Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Campus Matin proposé aujourd'hui avec Blackboard qui est notre partenaire du jour. Nous allons nous projeter aujourd'hui après l'horizon des vacances dont on a tous grand besoin et nous demander comment préparer la prochaine rentrée universitaire en septembre 2021, comment elle se prépare dans vos établissements et du point de vue de nos différents intervenants. Après les confinements et surtout la reprise d'une partie des cours en présentiel, quelle sera la donne pédagogique et quels outils seront adaptés à une rentrée annoncée et voulue en présentiel par la ministre Frédérique Vidal, espérée aussi par nombre d'établissements en présentiel? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre et puis plus largement à la manière de s'adapter aux différents publics, aux différentes populations auxquelles les établissements ont affaire. Nous allons croiser les regards pour cela aujourd'hui. Vous allez le voir avec des perspectives tout à fait variées et que Marine Dessault, responsable éditoriale de Campus Matin, qui a préparé ce webinaire, va vous présenter dans un instant. Bonjour Marine. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons quatre intervenants, chacun expert dans leur domaine. Nous avons d'abord Sylvie Larby, qui est professeure agrégée en collège et formatrice académique et donc enseignante en master. Nous avons Sabine Mallet, qui est vice-présidente formation et vie universitaire à l'Université d'Angers. Anthony Yeh, qui est directeur de la transformation digitale. Alors, vous m'excusez, j'ai francisé les noms de postes à l'ESCP Business School, et Hervé Didiocouk, qui est responsable expérience client Europe, conseiller en pédagogie, transition numérique chez Blackboard. Alors, justement, Hervé, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur Blackboard ? Alors oui, merci beaucoup Marine pour cette introduction. Donc c'est vrai que Blackboard est peu connu en France, mais beaucoup plus en Europe. Donc en France, on est le LMS de référence pour nombre d'écoles de commerce, et en Europe, on travaille beaucoup avec des universités, donc en Espagne, en Italie et bien sûr en Grande-Bretagne. Donc voilà un peu pour présenter notre société, et on offre une série de solutions. Donc, j'ai parlé de notre solution de plateforme d'e-learning ou de LMS, mais on a aussi un outil de visioconférence que nombre d'étudiants, enfin d'élèves en primaire, en secondaire ont utilisé pendant le confinement. Donc, ma classe à la maison, c'est notre outil de visioconférence qui s'appelle Collaborate. On a aussi une solution en accessibilité et on travaille beaucoup sur les questions de formation professionnelle, de formation des enseignants. Et on a un service, bien sûr, on travaille beaucoup sur tout ce qui est learning analytics et data. Donc voilà un bref résumé de notre société. Merci. Eh bien, merci beaucoup Hervé. Alors maintenant qu'on a présenté nos quatre intervenants, j'invite également nos participants. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour nous dire qui vous êtes, où vous êtes, d'où vous nous écoutez, et bien évidemment à nous poser des questions ou à partager votre expérience au cours de ce webinaire. Nous allons aussi vous solliciter tout à l'heure par de petits sondages. Donc voilà, on compte sur vous pour nous aider à rendre cet événement le plus interactif et le plus utile, surtout pour vous, possible. Alors, on l'a dit, c'est un webinaire qui est ancré dans l'actualité et c'est une première question un peu générale que j'ai envie de poser à nos quatre intervenants, qu'on les entende, qu'on voit un petit peu comment ils sentent cette future rentrée. Et j'avais envie de partager avec vous un chiffre pour pas parler tout de suite de crise sanitaire, mais plutôt de démographie. On sait qu'à peu près 30 000 étudiants sont attendus à la rentrée prochaine dans l'enseignement supérieur, une partie dans les universités, une partie aussi non négligeable d'augmentation d'effectifs attendus dans les établissements, notamment de management, dans les écoles de commerce. Donc finalement, est-ce qu'on est prêt en plus de cette crise sanitaire, à accueillir, à gérer cette masse d'étudiants qui arrive. Sabine Mallet, on va commencer avec vous à Angers, si vous voulez bien. Merci, bonjour à tous. Oui, on est prêt comme tous les ans. En plus de la crise sanitaire cette année, on doit accueillir des étudiants qui viennent de passer 3 ans dans la réforme du lycée. Donc, ce qui est un élément de plus à prendre en compte dans notre
dans notre accueil, dans notre accompagnement. Évidemment, on ne souhaite qu'une chose, c'est que on puisse vraiment faire du présentiel à 100%, mais on va recevoir, enfin, on va accueillir des élèves qui, eux, auront passé 2 années au lycée voilà, une grande partie de leurs 2 années précédentes à distance, avec, c'est vrai que nous, on est enfin, je suis dans une région un peu particulière où l'enseignement privé est enfin, n'est pas majoritaire, mais voilà, on a la moitié de nos étudiants qui viennent de lycées privés, donc avec des lycées qui ont eu la chance de rester en présentiel presque à 100% cette année. Donc, on va voir si on a une différence entre les lycées privés et les lycées publics. Mais bon, c'est à nous d'accompagner les étudiants dans le bon sens. Donc, réforme du bac, enseignement à distance, tout ça fait que, et plus nous mettons en place une transformation pédagogique très importante sur une grande partie de nos licences, puisque il y a 3 ans, nous avons été lauréats d'un NCU dans le cadre du PIA 3. Donc, on met en place cette année pour les licences de sciences et les licences de droit, économie, gestion, des licences qui sont assez transformées, où on accueille les étudiants et au lieu de, enfin, on supprime la semestrialisation et on travaille par période. Donc, voilà, on a quand même beaucoup travaillé pour accompagner au mieux nos étudiants, et nous avons un système de chargé d'accompagnement, d'enseignants référents, de réorientation très rapide. On va ouvrir également un DU Paréo pour l'orientation et la réorientation précoce de nos étudiants. Voilà, toutes les équipes sont vraiment en place pour pouvoir accompagner au mieux, et la première période de ces licences jusqu'aux vacances de la Toussaint va nous permettre va nous permettre d'accompagner les étudiants avec tous les outils possibles, la prise en main de ces outils, Moodle, voilà, et puis tous les outils qu'utilisent les enseignants. Et à la fin de cette première période, ils passeront tous soit des tests d'auto-évaluation, soit des examens, des premiers examens, pour savoir s'ils ont vraiment les prérequis, et leur permettre ensuite de signer un contrat pédagogique entre l'équipe pédagogique, les chargés d'accompagnement, les étudiants, et leur apporter un accompagnement tout au long de cette année. Alors Sabine, merci. On voit que vous êtes à fond à Angers, puisque vous avez déjà lancé dans le détail les points qu'on va traiter tout à l'heure. Donc merci, on va faire tourner un petit peu la parole, parce que là c'est un peu prendre la température, et on revient. Non, mais pas du tout. Vous avez bien raison, et on va revenir sur le cas très intéressant en matière de réussite de l'université d'Angers. En tout cas, on sent que vous êtes prêts, et ça nous fait déjà bien plaisir. Anthony est du côté d'une école de management justement à Paris, enfin pas qu'à Paris, hein, ESCP c'est l'Europe, mais là vous êtes à Paris. Dites-nous un petit peu. Alors oui, on a effectivement 6 campus en Europe, et particulièrement à Paris, mais dans tous nos campus, on est prêt, hein, effectivement. Alors moi, je vais forcément donner l'approche qu'on a, c'est une approche Figital, hein, qu'on a mis en place depuis notre plan de transformation pour, on va dire, accueillir et gérer cette situation qui est, comme vous l'avez dit, qui est double, qui est à la fois liée à la pandémie, mais également qui est liée à l'augmentation du nombre d'étudiants qui progressent dans tous les établissements, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est mis
à la fois en ordre de marche, et je vais vous donner quelques exemples de dispositifs. Et puis aussi, on a tiré les leçons de ces différents confinements, déconfinements, et puis aussi tirer les leçons des différentes jauges, puisqu'on suivait systématiquement, bien sûr, les consignes du MESRI pour l'accueil des étudiants, à savoir, il y a eu des jauges à 20%, il y a eu des jauges à 50%, donc forcément, on est passé sur de l'hybrid learning, donc des cours hybrides, et c'est ce que... Mais nous, on est vraiment sur une logique de type Smart Campus, c'est-à-dire une expérience digitale, pas uniquement sur les cours. Digital, il faut peut-être le définir dès le départ pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Oui, alors digital, ça rassemble le meilleur des mondes physique et digital. Alors chez nous, dans l'enseignement, le physique, c'est les campus, donc c'est, on pourrait dire, le face-à-face, le présentiel, et puis le digital, c'est le 100% en ligne. Et le fait, justement, de réunir les deux nous permet aussi d'améliorer l'expérience à travers les campus, que ce soit avec les systèmes en ligne, mais aussi avec les systèmes qu'on va pouvoir mettre dans ce qu'on appelle les classes augmentées, en fait, chez nous. Pour vous donner un exemple très concret, une classe augmentée, ça permet, notamment une classe hybride, ça permet à un professeur de donner un cours en mode synchrone, c'est-à-dire en temps réel, à la fois avec des étudiants qui sont dans l'amphi ou dans la salle de cours et avec des étudiants qui sont à distance. Donc pour cela, en fait, et pour améliorer l'expérience à la fois côté étudiant et à la fois côté professeur, on a fait en sorte de recréer les conditions d'un cours en présentiel le plus fluide possible. Je vous donne quelques exemples. Pour pouvoir gérer les tableaux interactifs, c'est-à-dire faire en sorte que le professeur puisse écrire sur un tableau interactif, on a utilisé des tablettes tactiles les meilleures du marché pour que l'interaction soit fluide et surtout que les étudiants puissent bien voir ce qui était écrit par le professeur, parce qu'effectivement, filmer un tableau classique, en termes d'expérience, ce n'est pas vraiment ce qui est souhaitable. On a aussi pour pouvoir gérer ces étudiants à distance, nous, on a tout un dispositif, alors en lien avec Blackboard, bien sûr. Nous, chez nous, on a Blackboard à la fois la partie LMS, mais aussi la partie Collaborate. Donc ça, c'est toute une gestion. Il a fallu accompagner les professeurs, et donc on a fait énormément de sessions d'accompagnement des professeurs pour être prêts justement pour cette rentrée, pour utiliser ces salles, pour être beaucoup plus en ce qu'on appelle faire de la pédagogie active avec les étudiants, c'est-à-dire avoir beaucoup plus d'interactivité entre le management des étudiants qui sont dans la salle de cours et ceux qui sont à distance. Et donc, c'est tout un ensemble, un dispositif qui, comme je le disais, qui nécessite de recréer une aisance complète avec le professeur. Et le dernier dispositif qu'on a mis en place et qui est vraiment innovant, c'est ce qu'on appelle les dalles spatiales. On appelle ça en anglais, c'est beamforming. C'est une dalle spatiale qui permet de capter le son aussi bien côté étudiant que côté professeur. Donc, on n'a pas besoin de micro-cravate pour retransmettre le son. Et ça donne une qualité de son supérieure pour nos étudiants, parce que effectivement, quand vous êtes à distance, bon, déjà, forcément, ça dépend de votre connexion. Chez vous, l'étudiant qui est chez lui, ça va dépendre ou s'il est sur un tiers-lieu, par exemple, ça dépend de sa connexion. Mais en tout cas, nous, on envoie, on transmet en synchrone et aussi en asynchrone, d'ailleurs, quand on fait des replays, on transmet vraiment une qualité, en tout cas la qualité maximum qu'on peut mettre en œuvre actuellement. Donc, sur les dispositifs, on est prêt. On a augmenté, là on est passé sur une phase 2, comme je disais, avec le retour d'expérience, c'est-à-dire qu'on a augmenté encore notre qualité avec des retours d'écran supplémentaires pour que le professeur ait beaucoup plus de visibilité encore il ne soit pas obligé de switcher d'un système à un autre. Et puis on a augmenté aussi nos capacités en termes de Wi-Fi, puisqu'on est passé là très récemment, notamment cette semaine, sur le Wi-Fi 6, qui est la dernière version du Wi-Fi, qui permet d'augmenter non seulement les débits, qui est beaucoup plus stable et qui peut accepter justement une augmentation du nombre d'étudiants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est-à-dire c'est un dispositif complet qui permet de délivrer une qualité et d'être prêt justement pour cette rentrée.
Merci Anthony. Pareil, on va évidemment détailler tout ça. On va évidemment détailler tout ça tout à l'heure pour bien rentrer dans la mécanique. On passe la parole à Sylvie Larby avec ce double regard, comme le disait Marine. Vous êtes à la fois enseignante dans le secondaire, intervenante en INSPE, donc vous formez nos futurs enseignants. Et du coup, de votre fenêtre, on a envie de savoir un peu comment vous la sentez cette rentrée. Alors bonjour à tous. Donc effectivement, de la même façon que les témoignages qui viennent d'être évoqués, on est prêt, mais on est encore, j'ai envie de dire, dans la finalisation de la réflexion, parce que c'est vrai que ce distanciel qu'on a dû mettre en œuvre, alors à la fois dans le second degré et effectivement à la faculté, on a essayé, comme j'ai pu entendre là, à en tirer des leçons. Notamment sur l'attention, l'engagement actif, c'est ce que j'ai entendu. C'est pas si simple. Et en fait, j'ai envie de dire, en tant qu'enseignant et formatrice, on a vraiment modifié nos pratiques. Et là, avec la projection d'une rentrée en tout présentiel, on a, et c'est assez étonnant, tiré des leçons très positives. C'est-à-dire qu'il y a des vraies plus-values à des outils qu'on a mis en place au moment du distanciel qu'on compte conserver. J'ai entendu effectivement Anthony témoigner, et nous aussi, on va conserver en fait notamment autour de feedback, du respect du rythme d'avancement aussi des étudiants, par exemple à la faculté, ce qu'on fait aussi en classe. Et donc on est en train de jauger en fait comment on peut faire rentrer les leçons tirées de ces périodes de Covid en conservant des outils qui nous semblent vraiment un vrai plus par rapport au présentiel. Et donc on a beaucoup interrogé nos étudiants sur leurs impressions pour faire bénéficier les étudiants à la rentrée. Alors par contre, il y a un point criant, c'est, j'ai envie de dire, l'hétérogénéité des étudiants à la rentrée, parce que certains, faut être clair, ont quand même pas mal décroché. Moi, je les accueille en master. Il y a eu beaucoup de bienveillance dans les obtentions de licence, faut être clair aussi. Il y avait des examens parfois passés en distanciel. Donc ça aussi, on peut en échanger. Et je pense que pourtant, Paris-Saclay est une grande fac. On a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de rendre ces examens justes. Mais néanmoins, on sait très bien qu'on va accueillir en M1, là, en Master 1, des étudiants qui ont peut-être pas tout à fait le niveau. Donc j'entendais sur Angers la réflexion, et ça, on sait qu'on va devoir mettre en place beaucoup d'évaluations diagnostiques et proposer de la différenciation. Donc là, nous, on est en train de finaliser la réflexion dans l'accompagnement en gardant les mêmes objectifs, afin que tous les étudiants et tous ceux qui n'ont pas atteint un niveau, nécessaire à la réussite de leur master, on puisse leur proposer des solutions pour consolider, voire rattraper du retard pour certains. Et j'avoue que c'est pas forcément des étudiants en difficulté parfois. On a aussi des étudiants à très haut potentiel, j'aurai l'occasion d'y revenir, qui décrochent aussi, parce que le distanciel, n'a pas toujours été proposé de façon différenciée. Alors les outils concrets, je pense qu'on va les aborder après. Et effectivement, je pense que le mot-clé, c'est l'attention, l'engagement actif et le feedback, qu'on essaye de garder sur le présentiel, mais en utilisant la plus-value du numérique. Très bien, merci Sylvie pour cette présentation très claire. Hervé, du côté de celui qui fournit des solutions, vous voulez nous donner un peu un éclairage sur la manière dont vos clients ou clients potentiels, partenaires se préparent? Alors, sont-ils prêts? Nous, de notre côté, on est prêts, plus que jamais, surtout après plus d'une année de pandémie, où nous aussi, on a appris beaucoup sur l'adoption et l'appropriation de nos solutions par le monde enseignant et par les étudiants. Et ce qui est très intéressant de noter, ça on le sait depuis des années, c'est que plus un étudiant s'engage au sein de ses cours, plus il a des chances de réussite. D'accord ? Donc, pour revenir à cette question du décrochage, plus on voit qu'il utilise le LMS, donc la plateforme Moodle à Angers ou la plateforme Blackboard à l'ESCP, plus on sait qu'il a de chances de réussir, en fait. Et donc, le retour au présentiel, si il est allié ou aligné avec une utilisation des ressources numériques, là, les enseignants et les étudiants vont en bénéficier.
D'accord, donc Sabine a parlé de tests de diagnostic, d'accord, d'évaluation, de préévaluation avant que les étudiants quand ils rejoignent leur campus. Et ça, c'est un instrument extrêmement intéressant parce que ça va permettre aux responsables de cours de jauger du niveau des étudiants et d'adapter peut-être le contenu de leur cours. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a maintenant une génération d'étudiants qui n'a pas, ou de lycéens, d'accord, pour prendre cette nouvelle promotion qui va arriver à l'université, qui n'a pas eu d'examen, qui a suivi toutes ces études, qui ont fait leurs études au niveau du contrôle continu. Et donc ça, c'est une question intéressante au niveau européen. Il y a une réflexion sur le sens de l'évaluation. Donc on reviendra à ce niveau-là, mais à quoi sert l'apprentissage, quel est l'objectif ultime de l'apprentissage et qu'est-ce qu'on fait des examens. Et ça, le monde enseignant en parle depuis des années, mais tout d'un coup, avec la pandémie, il y a une accélération de la réflexion à ce niveau-là. Donc, la communauté réfléchit énormément aux solutions potentielles qu'on peut mettre en place. Voilà. Merci Hervé. Alors on va maintenant rentrer dans le détail de la question justement de la réussite, de la lutte contre le décrochage. Et là, je vais retransférer le micro à Marine Dessau. Au passage, je signale, mais vous avez dû le voir, qu'on a une question sur le prix des dalles de sonorisation que mentionnait Anthony. Anthony, si ça appelle une réponse rapide par écrit, ne vous gênez pas surtout pour le faire en direct. Et sinon, on y revient lors de votre prochaine prise de parole sur les outils et les enjeux de l'hybridation. Hein. Et continuez comme ça de poser des questions et de voter aussi, ça nous aide bien à ordonner les réponses prioritaires. Marine, je te laisse la scène. Voilà, donc contre le décrochage et pour la réussite scolaire dès la rentrée, je me tourne vers Sabine. Sabine, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la façon dont Angers permet d'avoir un si bon taux de réussite en licence et aussi comment la rentrée est-ce que c'est le cas d'ailleurs, est-ce que la rentrée est un moment clé contre le décrochage et quelles sont les initiatives que vous mettez en place dès ce moment-là? Alors, c'est toujours très compliqué d'expliquer pourquoi on a actuellement le meilleur taux de réussite en licence. C'est une question que l'on se pose régulièrement. On est dans une région où le taux de bacheliers est un des plus importants. Malgré ça, on a une projection des lycéens vers l'enseignement supérieur qui est plus faible que dans d'autres régions. Maintenant, l'ADN de l'Université d'Angers, ça a toujours été 4 mots, informer, orienter, accueillir et accompagner. Et donc, depuis 2009-2010, le plan réussite en licence, je crois qu'il s'appelait comme ça, je me souviens plus parce qu'il y en a tellement. On a des enseignants référents, on a depuis 5 ou 6 ans un guichet InfoCampus qui accompagne accueille les néo-entrants à l'université grâce à des ambassadeurs étudiants qui informent sur la vie étudiante à l'université, les met en relation avec le Crous, avec les services de la ville pour que quand ils arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas pour un certain nombre d'entre eux, n'aient pas à se perdre dans la ville et dans les services qui pourraient leur être utiles. Et donc, qu'ils puissent se focaliser très rapidement sur leur rentrée. Il y a à peu près, en 2016, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt financé par la région Pays de Loire et par le Fonds social européen, qui nous a permis
de recruter des chargés d'accompagnement. À cette époque-là, ça s'appelait assistant pédagogique, mais ça revient au même. Chargés d'accompagnement pour prendre en charge les lycéens de filières technologiques professionnelles ou les étudiants boursiers pour leur permettre de les accompagner tout au long de cette première année dont on sait qu'elle est la plus difficile pour les étudiants. La marche était quand même relativement haute. Donc, au départ, c'était un accompagnement bénévole. Après, on a eu la loi OR, le plan étudiant qui, par les propositions en WICI, les aménagements de parcours ont fait que cet accompagnement est maintenant proposé à un plus grand nombre d'étudiants. Là, cette année, on a eu plus de 1000 étudiants accompagnés dans ce cadre-là. Et justement, cette année, comment est-ce que vous avez fait avec le distanciel, la bascule au distanciel, pour maintenir ces initiatives? Depuis mars 2020, en fait, les tutorats ont eu lieu à distance. Et donc, ça a demandé. Alors, cet accompagnement, il se fait un accompagnement méthodologique par les chargés d'accompagnement, disciplinaire, enfin de soutien disciplinaire par des étudiants tuteurs et à des entretiens individuels que font également les chargés d'accompagnement. Et donc, on a demandé à nos tuteurs un travail supplémentaire de prendre en charge à distance ces tutorats. En janvier, quand le ministère a proposé également des tutorats de soutien pour décrochage, on a également là sur tous les niveaux proposé aussi des tutorats. Là, on a eu 300 étudiants qui ont été accompagnés par une cinquantaine de tuteurs. Tout ça s'est fait à distance, ce qui a demandé effectivement aux étudiants tuteurs un travail supplémentaire, mais accompagné évidemment par les chargés d'accompagnement et les coordonnateurs. D'accord, merci. Et Sylvie, dans un contexte de rentrée en distanciel, quelle bonne pratique contre le décrochage, quelle pratique numérique en complément du présentiel contre le décrochage? Alors, notamment, alors ça, c'est aussi ce qu'on a pu déployer en fait dans le supérieur, parce que c'est vrai que les habitudes du supérieur n'étaient pas forcément celles du second degré. Moi, par exemple, dans le second degré, je suis dans un établissement un peu pilote. On accueille vraiment un public excessivement différent. Donc, ça fait très longtemps que la réflexion sur l'engagement actif et la différenciation est engagée. Et en fait, je l'ai monté avec mes collègues dans le supérieur. Alors, ça peut être notamment la possibilité, parce que je le disais tout à l'heure, de diversifier ces pratiques. Alors, tant dans la qualité des supports qu'on propose aux étudiants, parce que c'est vrai que le distanciel, il y a beaucoup de collègues, mais c'est pas du tout un reproche, qui ont essayé de faire en distanciel ce qu'ils faisaient en présentiel avec des diaporamas, etc. En réalité, il y a énormément d'étudiants qui m'ont vraiment dit, ça c'est les sondages qu'on a fait, ils étaient en train de faire autre chose pendant ces séances-là de visio. Et les élèves font exactement la même chose dans le second degré, voire pire, j'ai envie de dire. Et donc, effectivement, on a essayé de monter ça en proposant d'autres supports. Alors, du coup, ça diversifie le fait qu'on n'est pas obligé de mettre des diaporamas. Ça peut être des liens vers des vidéos, des capsules, etc. On a beaucoup plus glissé, on va dire, sur une pédagogie un peu inversée, c'est-à-dire une façon vraiment de penser un peu différemment. Et du coup, les étudiants ont beaucoup moins décroché. On a proposé aussi des sortes de badges numériques. Ça a très, très bien fonctionné, qui permet aussi, je le disais tout à l'heure, certains décrochent. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que ça va pas assez vite pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, le distanciel aussi, c'est pas forcément simple d'écouter, alors surtout si c'est un peu du magistral à distance comme ça pendant 3 heures. Et moi, beaucoup de très bons étudiants m'ont dit avoir décroché. Donc, on leur a proposé en fait de choisir en fait des panels, alors soit disciplinaires, soit sur des pôles. Moi, je suis en pédagogie, donc didactique ou pédagogique, qui choisissaient un peu à la carte et qu'en fait, ils pouvaient travailler en autonomie et ça validait des badges numériques. Et ça a été vraiment une grande, grande réussite.
Et donc, du coup, en fait, en quelque sorte, ils créent leur propre parcours de formation. Et ça, on veut pas le perdre parce qu'on le faisait pas vraiment avant, beaucoup moins. Et en fait, ça, c'est vrai, des plus-values qui du témoignage des étudiants ont permis à beaucoup de ne pas décrocher. L'autre chose, c'est les productions. On parlait tout à l'heure d'évaluation. C'est vrai qu'à la faculté, jusqu'à présent, nous, on avait tendance à demander des productions qui étaient sur une diversité très réduite, à savoir soit des écrits, soit éventuellement des diaporamas. Et là, avec le distanciel, on a ouvert. C'est-à-dire que certains ont fait des capsules, des audios. C'est-à-dire on a ouvert le champ des possibles sur les productions. Et là aussi, parce que pourtant je suis en sciences, mais en fait, beaucoup d'étudiants ont beaucoup de créativité. Et le fait de se laisser, en tant qu'enseignant, cette diversité de possibles de rendu, on a été assez bluffé sur justement une remotivation. Et puis, du coup, beaucoup moins de décrochage. Donc ça, c'est les points forts. Je pense que c'est la diversification de ces pratiques, l'engagement, et puis laisser l'autonomie, parfois, à la fois dans la prise en charge de certains contenus, et puis, évidemment, avec un accompagnement très puissant. Je pense que Sabine l'a bien souligné, le tutorat aussi est mis en place de notre côté. Entre pairs, ça marche très, très bien sur des niveaux supérieurs qui coachent, entre guillemets, des niveaux inférieurs. Mais ça demande du temps. Sabine, elle a raison aussi. Nous, ils ont des concours à préparer, donc c'est vrai que c'est un vrai challenge pour eux, mais engageant. Et pour certains, ça fonctionne très, très bien. Donc voilà quelques pistes comme ça. Il y en a sûrement d'autres, mais voilà, concrètes qu'on a mis en place pour la rentrée. Merci Sylvie. Et donc ce fameux taux d'engagement dont Hervé nous a un peu parlé, qui est très important, qui permet d'éviter les décrochages, mais en tout cas de les voir à l'avance. Anthony, vous utilisez les Learning Analytics à l'ESCP. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, effectivement. Alors, ça fait partie des indicateurs importants et surtout à mettre à disposition aux professeurs pour pouvoir identifier ces décrochages. Donc, on a un certain nombre de data. Ça a été un peu exprimé tout à l'heure. C'est que le fait est qu'on va de plus en plus vers des logiques d'adaptive learning. Adaptive learning, donc c'est en gros d'adapter le parcours de l'étudiant dans les plateformes pour garantir le succès, en fait, et donc d'éviter ces décrochages. Cet adaptive learning, ça prend du temps à mettre en place parce qu'en fait, il y a toute une analyse qui est nécessaire et surtout, ça commence à être efficace quand on a un volume de données qui est suffisamment important et pertinent. Donc là, on a commencé à mettre en place on a travaillé notamment avec une start-up qui est Domocio, qui nous a mis un hub en fait de données, qui est venu se connecter sur nos plateformes, notamment sur Blackboard, mais pas que. On a différentes plateformes puisqu'on a non seulement une plateforme LMS, mais de plus en plus, et c'est aussi ça qui garantit en tout cas qui contribue au succès des étudiants. On a des plateformes de LXP maintenant, donc Learning Experience Platform, où on va avoir beaucoup plus d'interactivité. On a parlé d'engagement tout à l'heure, beaucoup parlent d'engagement. C'est vrai que l'engagement, c'est dans l'interactivité, bien sûr, avec les enseignants et les pédagogies actives, comme on l'a dit, mais c'est aussi dans ce qu'on pourrait appeler le social learning, c'est-à-dire la capacité aussi des étudiants à apprendre entre eux, en groupe, donc dans des logiques qu'on a déjà connues de type classe inversée, mais qu'on va recréer, on va dire, en ligne. Et ça produit énormément de learning analytics. Et donc là, en l'occurrence, nous, on se prépare de plus en plus aussi au niveau d'expertise, puisque ça demande des expertises particulières. Récemment, j'ai embauché un chef de projet justement pour travailler sur la data et travailler justement sur l'analyse en fait de toutes ces données pour que le professeur puisse avoir vraiment un tableau de bord de suivi et qu'il ait une aide à la décision en disant voilà, là il y a peut-être du décrochage, il faut peut-être faire un échange un peu plus poussé. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de construire et j'ai envie de dire, grâce aux récentes pratiques qu'on a dû accélérer, encore une fois, que ce soit sur l'hybride ou sur l'utilisation des plateformes, on a multiplié
par 3 le volume de données que nous avions sur nos plateformes en 9 mois de temps. Et ça c'était assez important. Et donc voilà, on est vraiment maintenant dans des systèmes d'information digitaux qui vont être vraiment de l'aide à la décision. Moi, j'insiste, ces systèmes-là, ils vont jamais remplacer le professeur, bien évidemment. Ils vont être là pour aider à avoir des signaux faibles, parce qu'en général, les signaux forts, on arrive bien à les repérer, mais pour avoir certains signaux faibles qui remontent des Learning Analytics. Et ça, je pense que c'est aussi un progrès. Et je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup s'améliorer, notamment avec l'arrivée progressive, j'ai envie de dire, de l'intelligence artificielle dans les plateformes. Hein. C'est pour ça qu'on parle de LMS, de LXP. Voilà, on rajoute des fonctionnalités au LMS pour devenir LXP progressivement. Donc, j'ai donné quelques exemples, mais c'est aussi l'intelligence artificielle. Pareil, l'intelligence artificielle est là pour apporter un complément, une aide, mais ne remplace pas, en aucun cas, ne remplace le professeur. Donc, voilà, c'est un peu vers ça que nous, on est en train de s'orienter de plus en plus pour garantir enfin, en tout cas, contribuer au succès des étudiants. Et la difficulté qu'il peut y avoir avec, surtout dans un contexte de rentrée où on peut imaginer des classes hybrides, c'est de lier les données en présentiel et les données en distanciel. Est-ce que, Hervé, vous avez un éclairage là-dessus? Oui, donc ça c'est un enjeu critique, d'accord, puisque essayer donc sur notre plateforme par exemple, l'enseignant peut avoir une idée de qui s'engage, qui utilise la plateforme et qui utilise notre outil de vidéoconférence. Et tout l'enjeu est d'allier la présence physique, de combiner au même endroit, donc sur une plateforme numérique, la présence physique et la présence virtuelle. Donc il y a énormément de travail à ce niveau-là, tout à fait. Alors peut-être parce qu'on a eu pas mal de… Anthony, je vous ai vu lever la main, vous vouliez réagir? Ouais, juste une réaction très rapide. Hein. On a des étudiants qui sont très créatifs et qui peuvent aider en fait dans ce sens-là. Clairement, nous on s'est aperçu de pratiques qu'on n'avait pas du tout anticipées et qui vont dans le sens justement de réconcilier la partie distancielle et la partie présentielle. C'est que les étudiants qui sont en présentiel peuvent également se connecter sur le online. Et en fait, ils peuvent participer directement sur la plateforme. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les étudiants qui sont à distance qui se connectent et ceux qui sont en présentiel qui assistent aux cours en présentiel. Ils peuvent faire les deux. C'est-à-dire à la fois, ils assistent aux cours en présentiel, mais à la fois, ils se connectent aussi. Et donc, ils participent, ils collaborent aussi en ligne en temps réel. Donc, c'est une façon de rassembler aussi et de répondre à la question de Marie. Sylvie, ça vous inspire aussi? Oui, alors, effectivement, c'est pour enrichir effectivement le témoignage d'Anthony parce que c'est complètement vrai. Hein, c'est-à-dire que nous, on fait beaucoup de lesson study avec les professeurs, enfin les étudiants futurs professeurs. Alors, les lesson study, c'est effectivement le fait qu'ils construisent à plusieurs une séance qui vont jouer avec les élèves. Et en fait, là, en hybridation, on a fait exactement ce que vient de dire Anthony. On avait 2 étudiants en présentiel, 2 en distanciel. Et en fait, ensuite, on ouvrait une visio sur Collaborate. Ils se mettaient dedans. Donc, il y en avait 2 en présentiel, 2 en distanciel. Et ils travaillaient ensemble sur des outils collaboratifs. Et ça, on va le conserver. Si des fois, il y a de l'hybridation, ça a été excessivement efficace. C'est-à-dire quand nous, on était là en tant que référents, donc les 2 représentants du groupe étaient là, on pouvait interagir avec eux. Et en fait, ceux qui étaient à distance ont énormément profité parce qu'ils étaient effectivement dans le cours, en fait, vraiment en train de co-construire avec les autres étudiants. Et ça a très, très bien fonctionné. Et encore plus fort que ça, quand on était en tout distanciel. Et alors ça aussi, ça nous a interpellés quand on fait des groupes en visio, avec Collaborate par exemple, et qu'on mettait les étudiants à co-réfléchir sur des outils collaboratifs. Alors, grande plus-value pour le professeur, c'est que nous, on ouvre tous les supports, on voit la réflexion se construire, c'est-à-dire que j'ai vu à distance des choses que je ne vois pas en présentiel en tant qu'enseignant.
C'est très intéressant de voir un groupe co-construire, on le voit pas. Et ce que nous ont dit les étudiants, c'est qu'ils aimaient beaucoup ces temps où ils étaient dans les petites visios, parce que quelquefois, l'expert dérange. Et dérange la réflexion. C'est-à-dire, quand on est en présentiel et qu'on les fait travailler en groupe, on est là, nous, en tant qu'enseignants, on passe. Et c'est vrai que quelque part, la parole n'est pas complètement ouverte. Et ça, les étudiants nous l'ont dit. Et ils ont énormément apprécié ces temps où ils étaient à 4 en visio, dans les petites salles, où quand ils avaient besoin, ils nous appelaient, on allait dans la salle. Mais par contre, ils étaient dans l'intimité de leur réflexion, dans la façon de parler, s'exprimer. Ils nous ont dit on avait la parole beaucoup plus libre. Et des étudiants un peu introvertis, qu'on entend assez peu en formation, j'étais assez étonnée et surprise dans le bon sens de voir que dans ces visios en petits groupes, ils s'exprimaient d'une façon voilà, très très importante. Ils retrouvaient une place. Hein, donc c'est vrai que je trouve vraiment intéressant ce que vient de dire Anthony. Et autre point fort que nous ont dit les étudiants et que j'ai vu, c'est que la collaboration numérique, et ça nous on le gardera en présentiel, ça a une grande force sur le droit à l'erreur. Et je le vois dans le second degré, et les étudiants de fac ont le même réflexe. Ils nous disent, on est content de vous rendre une production, entre guillemets, propre, c'est-à-dire que les essais-erreurs ne se voient pas, alors que lorsqu'on demande en classe, c'était la même chose. Du coup, moi, j'utilise que les tablettes maintenant et des rendus production numérique. En fait, l'élève est frustré parce que quand il fait une erreur, il corrige, il raye, c'est sale, on voit l'erreur. Là, en fait, le droit à l'erreur en numérique, on le voit pas. Nous, on le voit construire. C'est très intéressant, en fait, d'un point de vue… voilà, donc il y a des vraies plus-values comme cela. C'était pour enrichir le propos d'Anthony. Moi, je pense que là, c'est des forces du numérique, pour le coup, qu'on ne peut pas avoir en présentiel. Merci Sylvie, évidemment, particulièrement précieux témoignage. Sabine, je me retourne vers vous. Alors vous avez déjà répondu à l'une des questions sur le tutorat par les pairs et je vous en remercie. Mais j'ai envie de vous poser la suivante de Soufiane Miloudi qui dit y aura-t-il une place pour l'enseignement à distance après la pandémie? Alors là, Sylvie et Anthony nous ont dit un grand oui, mais on se demande si à l'échelle d'une université et des volumes d'étudiants que vous avez et du souhait de revenir au présentiel que vous évoquiez tout à l'heure, finalement, votre état de réflexion sur qu'est-ce qu'on garde pas, puisque, comme c'est dit dans le commentaire aussi, l'enseignement à distance a aussi montré des limites et des insuffisances sur le plan du relationnel et de la vie sur les campus. Donc, on se demande un peu ce que vous allez pouvoir en garder à Angers. Nous, on va le garder pour les enseignants qui souhaitent poursuivre un enseignement en partie à distance. Clairement, tout l'enseignement, enfin, il n'y aura pas 18 ou 24 heures de cours entièrement à distance avec les TD qui vont avec. Mais nous, par exemple, on a une expérience qui date de 2015 dans l'expérimentation de Pluripass, donc la première année de santé. On avait justement mis en place 30% d'enseignement à distance. Donc, une partie des cours se font à distance et ça nous a permis en même temps de proposer des TD à vraiment petits groupes. Enfin, petits groupes pour une année de santé, ça fait quand même une quarantaine d'étudiants, mais voilà, à la place de 200, c'était quand même très important, qui nous a permis effectivement de faire 3-4 séances, enfin, oui, plus que ça, même une dizaine de séances de TD où les étudiants sont en présentiel et peuvent vraiment poser les questions à leurs enseignants. Et donc, je pense que cet enseignement hybride, moitié à distance, moitié en présentiel, il peut se poursuivre. Encore une fois, nous, on n'imposera rien à nos enseignants, mais par contre, s'ils le souhaitent, on pourra également avoir des étudiants dans l'amphi et d'autres qui suivront à distance, alors pas avec les mêmes outils technologiques qu'a pu nous présenter Anthony, mais on peut rêver qu'on aura un jour la possibilité d'avoir ces dispositifs, ces outils plutôt. Donc là, nous, franchement, on n'impose rien, mais on a de plus en plus de ressources qui sont mises sur Moodle. On a notre Labua qui
a actuellement plus d'une vingtaine d'ingénieurs pédagogiques. Donc, dans le cadre du NCU dont je parlais tout à l'heure, ces ingénieurs vont accompagner les enseignants justement pour mettre en ligne des ressources pédagogiques qui, voilà, on a eu au départ beaucoup de PDF, mais voilà, depuis 2 ans, tout le monde s'est formé et continuera à se former. Donc, non, nous, on n'a pas de politique stricte. On a des enseignants qui souhaitent poursuivre dans ce cadre-là, comme l'a expliqué Sylvie. Je pense qu'il y a des tas de découvertes de l'enseignement à distance qui ont été faites depuis 2 ans. Et sur le suivi des analytics, des données d'apprentissage, c'est Oui, alors, envisageable à l'échelle notre service, enfin notre direction du numérique a, a créé ce qu'on appelle nous un tableau de bord des enseignements qui permet à l'enseignant ou au responsable de la formation de suivre les notes de chaque étudiant, un peu comme on voit dans les conseils de classe de lycée des araignées qui permettent de savoir où se situe l'étudiant. Et puis, on réfléchit également dans le cadre du schéma directeur du numérique chez nous à utiliser, oui, toutes les learning analytics sur Moodle et de voir vraiment. C'est facile de savoir si l'étudiant s'est connecté une fois ou 10 000 fois. On a un certain nombre on peut travailler sur des forums. Moi, je sais que en travaillant en première année de santé, en enseignant dans cette formation, j'ai des étudiants qui sont capables de m'écrire 10 fois par jour pour me poser une question. Et voilà, ça participe à cette interaction entre eux et nous. Merci Sabine. Alors une question peut-être à l'ensemble des intervenants. Je ne sais pas si l'un de vous d'ailleurs aura la réponse, mais elle a été posée de savoir si on peut objectiver, s'il a été établi justement que la participation sur des plateformes permet d'objectiver l'amélioration de la réussite étudiante. Est-ce que plateforme d'apprentissage égale meilleure réussite? Est-ce que ça, Sylvie? Si je peux témoigner juste de notre expérience là à la fac, je le disais un peu tout à l'heure, ils nous l'ont dit aussi, en fait, le distanciel, enfin la réflexion qu'on a eue avec le Covid aussi, et dans l'engagement, c'est qu'on a fait beaucoup plus de propositions d'évaluation formative. En présentiel, on le fait, mais là, en fait, ils avaient des QCM autocorrigés avec des feedbacks. Alors, je ne vais pas cacher qu'en termes de c'est très, très chronophage à mettre en œuvre. Par contre, ça les a énormément incités à aller sur les plateformes, à s'auto-évaluer. Il y en a qui l'ont fait 2 fois, 3 fois, etc. Donc ça, c'est pareil, on va le conserver. Donc, ils nous ont témoigné que ça les avait motivés. Et on leur a fait ouvrir, et ça, c'est très riche en termes de développement professionnel. Bon, puisque nous, effectivement, moi, je les ai en année de master pour le concours pour devenir enseignant, à ouvrir des portfolios numériques. Et c'est extrêmement riche parce qu'ils ont pu croiser dans ces portfolios numériques, et ça va leur servir tout au long de leur carrière en fait, à la fois leurs expériences de terrain, à la fois ce qu'ils ont appris au niveau théorique, apprentissage, et on leur a proposé des outils sur lesquels ils s'auto-évaluent de façon beaucoup plus régulière que ce qu'on fait en présentiel. Alors, en gros, en présentiel, on leur demandait de s'auto-évaluer 1 fois par semestre, en gros, je vais dire ça comme ça. Alors que là, l'outil, en fait, ils l'ont fait quasiment tous les mois. C'était un peu la météo de l'humeur, ce que j'arrive à faire, pas faire, etc. Et il y avait, comme le disait Sabine, un forum qui a été excessivement riche, je trouve, sur leurs demandes. Et c'est vrai qu'en présentiel, parfois, on est pris un peu par le temps. Alors, il y en a qui restent à la fin du cours, un peu comme les élèves, à la pause, etc. Mais quand vous avez des promos de 40, 50, eh ben, tout le monde n'ose pas aussi. Et en fait, le forum a été très actif. Donc ça aussi, c'est un des outils qu'on va laisser, le portfolio numérique aussi, et les évaluations formatives. Et tous les enseignants, d'ailleurs, en sciences aussi, par exemple, ont trouvé que c'était quelque chose qui a été très, très riche de ce point de vue-là, effectivement.
Juste une précision, l'intérêt du forum, c'est aussi la participation de tous les étudiants. Hein, ils se répondent entre eux, ce qui encore une fois, je prends l'exemple de la première année de santé parce que c'est quand même une année très particulière. Et avoir des étudiants dans la même promo qui, même si c'est plus réellement un concours au sens strict du mot, ils ressemblent quand même beaucoup. D'avoir des étudiants qui se répondent, il y a 5 ans, ça ne se faisait jamais. Et là, ce forum leur permet effectivement de poser des questions et que les autres répondent. Et évidemment, nous qui vérifions qu'ils ne racontent pas de bêtises. Mais au moins, voilà, il y a une interaction entre eux qui n'avait pas lieu avant. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Anthony ou Hervé, l'un de vous deux voulait réagir, je crois. Oui, en fait, je suis fasciné par les questions dans le chat, dont je ne sais pas par laquelle commencer, mais la première sur au niveau de la recherche, d'accord? Donc, au niveau il y a des articles tous les mois sur l'impact des outils numériques sur l'apprentissage des étudiants. Et bien sûr, comme Sylvie en a parlé, c'est qu'est-ce qu'on met dans le numérique? D'accord? Qu'est-ce qu'on entend par distanciel? Si c'est une réplication du mauvais présentiel, eh ben, ça marche pas. D'accord? C'est ça aussi. C'est pour ça qu'on parle d'engagement. Un cours magistral, un bon cours magistral doit être aussi engageant qu'un bon cours en ligne. Et donc, un cours en ligne qui n'engage pas, qui n'implique pas les étudiants est aussi mauvais qu'un cours magistral où malheureusement il y a encore des enseignants qui vont venir et lire un livre. D'accord, ça a existé. J'espère que ça n'existe plus. Donc, on essaye d'opposer le présentiel en pensant le présentiel est unique et spécial. Oui, il peut l'être. Et heureusement, il l'est dans de nombreux cas. Et on peut voir que le distanciel, quand il est bien conçu et bien travaillé, et on parlera de learning design un peu plus tard, le distanciel peut être aussi engageant que le présentiel. Un des problèmes, c'est quand on essaye de répliquer ce qu'on fait, et ça a été très très douloureux malheureusement pour beaucoup d'enseignants et beaucoup d'élèves et d'étudiants l'année dernière, quand dans une situation d'urgence, d'accord, beaucoup d'enseignants sont mis à utiliser Zoom ou Collaborate pour faire exactement le même cours. Donc dans le secondaire, c'était 6 heures de cours, mais on ne peut pas faire 6 heures de vidéoconférence d'affilée. Donc, et dans certaines institutions, eh bien, les 6 heures de cours présentiels sont devenues 6 heures sur Collaborate. Et quand il n'y a pas d'utilisation du LMS pour enrichir, pour créer des forums de discussion, pour créer une évaluation formative qui permet à l'enseignant à l'étudiant de se situer, d'accord, dans son parcours d'apprentissage, eh ben, on va avoir du décrochage. Donc, on a du décrochage avec du mauvais présentiel et on a du décrochage avec du mauvais distanciel. Et attention, l'enseignement à distance dont on parle quand on parle de la vidéo synchrone ou de ce qu'on essaye avec Zoom ou Collaborate, c'est pas l'enseignement à distance que certaines universités ou institutions ont développé depuis des années. Généralement, l'enseignement à distance, il est asynchrone, d'accord? Donc on reviendra là-dessus. Ce qu'on a fait, enfin on a eu une révolution technologique, on n'a pas encore une révolution culturelle, d'accord? On est dans l'appropriation des solutions technologiques par le monde enseignant. Les étudiants sont un tout petit peu plus confiants, je dirais, parce que ils sont sur WhatsApp, TikTok, etc., même s'ils n'ont pas cette distance critique par rapport à ce qu'ils font. Le monde enseignant n'est pas loin, mais il y a vraiment un travail d'appropriation, d'accord? Pas simplement d'utilisation, mais d'appropriation de la technologie pour bien comprendre qu'en fait, quand on fait du distanciel, eh bien, on n'est plus dans le même espace physique. On est dans un espace l'espace-temps a disparu, d'accord? Je me connecte. Bon, on a bien vu aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes qui se conseillent, qui participent, mais est-ce qu'ils participent vraiment et font vraiment attention à ce qu'on fait? Non, parce qu'ils peuvent faire du multitâche. Donc c'est beaucoup plus difficile que d'avoir ces mêmes personnes dans un endroit physique où on peut regarder et voir exactement ce qu'ils font et capter leur attention plus ou moins bien.
Donc voilà, peut-être cette petite parenthèse. Mais très très bien, en plein dans le sujet. Merci, merci Hervé. On va continuer justement avec Marine. Je resignale oralement il y a deux sondages qui sont ouverts là. Les votes commencent à augmenter. Et puis c'est pas inintéressant. On vous fera tous réagir là-dessus parce que ce soit sur les learning analytics ou est-ce qu'on est prêt pour la rentrée, on a pour l'instant des réponses contrastées, on peut le dire. Donc on va attendre que les votes augmentent un peu pour voir si c'est plus significatif parce qu'on a encore du réservoir, mais c'est intéressant. Marine, je te laisse enchaîner pour qu'on avance sur les questions d'hybridation, justement. Oui, mon prochain point, il rebondit sur une des questions justement d'un des intervenants, donc c'est d'un des participants, donc c'est intéressant de parler de cette articulation entre présentiel et digital à la rentrée. Anthony, je me tourne vers vous. À l'ESCP, vous êtes très friand de Figital. Alors, comment est-ce que vous allez articuler ces deux aspects, ce présentiel et ce distanciel dans vos classes dont vous avez parlé, où il y a un mélange des classes pensées pour l'hybride et voilà comment au niveau organisationnel sur les emplois du temps, sur les rythmes, est-ce que ça va se voir, est-ce que ça va se répercuter? Alors Anthony, vous avez votre micro, vous avez coupé le micro, mais voilà, voilà. Désolé. Oui, donc sur cette question effectivement d'hybridation, le point principal était surtout d'être aussi prêt à toute situation, parce qu'effectivement il y a une volonté que tous les étudiants reviennent en présentiel, mais en réalité on ne sait pas ce qui va se passer après les vacances. On ne sait pas si la situation peut changer. On l'a déjà un peu subi par le passé. Donc, il faut surtout, c'est qu'on soit prêt à toute éventualité. Et donc, j'ai envie de dire, qui peut le plus, peut le moins. Et en l'occurrence, nous, ce qu'on a souhaité, c'est, comme je disais, avoir le retour d'expérience pour maximiser l'installation de ces salles hybrides et de les utiliser. Alors, je rejoins ce qui a été dit d'ailleurs précédemment par Hervé, tout à fait, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de recréer le cours présentiel et de le transférer simplement en distanciel. Il s'agit de travailler sur l'engagement des étudiants et sur l'interactivité. Nous, ce qu'on a fixé, c'est assez clair et assez simple, la direction générale a fixé une stratégie qu'on appelait 20-40. 20-40, ça veut dire quoi? Ça veut dire 20% minimum de digital, de cours en digital, et 40% minimum de cours en présentiel. Donc, vous aurez bien noté que forcément 20 plus 40, ça fait 60, ce qui laisse 40% de possibilités aux professeurs de faire plus de digital ou plus de présentiel. Et ça, c'est dans une logique vraiment de faire du digital, j'ai envie de dire en tout cas des vrais cours digitaux, ce qu'on appelait avant, du blended learning en fait, c'est-à-dire à la fois de la scénarisation de cours en digital, c'est-à-dire vraiment de la création, de la production de contenu vraiment avec le digital et qui soit différent du même cours s'il a été donné en présentiel pour justement créer cet engagement. Donc, on est dans cette logique 20-40. Ça, c'est vraiment cette ligne directrice qu'on s'est donnée. L'hybridation va rentrer dans cette logique-là, mais jusqu'à un certain point, parce que la question se pose, est-ce qu'on peut dire qu'un cours vraiment hybride est du digital? Ça, c'est vraiment une question qu'on se pose aussi en interne. Parce que là, dans ce cadre-là, et en fonction de comment il est transmis, ce cours, soit on considère que c'est juste un moyen et une facilité, et qui peut aider aussi, d'ailleurs, en termes d'accessibilité. Ça, c'est un sujet aussi qui est important quand on a des étudiants qui peuvent être handicapés ou qui peuvent avoir des difficultés pour se déplacer. L'hybridation, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement intéressant pour nous et en termes également, ça on peut le souligner, parce que c'est souvent maintenant dans les établissements d'enseignement supérieur un des leviers intéressants, c'est le développement durable. Le développement durable, nous, on a intégré ça aussi dans notre gouvernance. On a créé un département spécial dessus. C'est quelque chose qui contribue fortement au développement durable. Donc on s'est organisé pour parer à toute éventualité et on se fixe un objectif 20-40. Je dirais que c'est ça un peu le résumé de
notre préparation pour cette rentrée. Donc 20% de distanciel qui est obligatoire pour tous les professeurs? Alors, c'est 20% minimum de digital, donc pas uniquement du distanciel, ça peut être, ça peut être soit des cours en ligne asynchrones, soit des cours synchrones. Mais en tout cas, l'idée, c'est que ces 20% concernent l'ensemble des programmes, pas uniquement ciblés sur le programme grande école ou sur les bachelors, etc. Ça doit concerner l'ensemble des programmes. C'est un objectif qu'on se fixe, un objectif aussi de progression. Et on laisse cette latitude, encore une fois, aux professeurs, puisque, alors certes, alors, moi je travaille en collaboration avec un doyen qui est associé à l'innovation pédagogique. L'innovation pédagogique, elle peut soit nécessiter du digital, soit ne pas forcément nécessiter du digital. Ça peut être des méthodologies, ça peut être des approches, comme je disais tout à l'heure, d'adaptive learning, donc de construction, c'est un peu votre question aussi, de construction de programmes qui inclut à un moment donné du digital et à un moment donné du présentiel. Donc ça, on va être plutôt sur des logiques d'innovation pédagogique qui sont vues avec le doyen et qui lui anime tout ce qui est Learning Lab. Il va animer tout ce qui est communauté de professeurs, justement, qui vont aller et qui vont faire un entraînement, une dynamique vers ces nouvelles approches d'enseignement et vers pour atteindre en fait ces 20% minimum. Donc ça, c'est un objectif fixé par la direction et vous l'avez remarqué, 40% de présentiel minimum, ça sera certainement plus, mais 40%, bien sûr, on fait la part belle au présentiel, puisque comme ça a été souligné aussi par Sabine, je crois, tout à l'heure, il y a une volonté, bien sûr, des étudiants de revenir en présentiel le plus possible, ne serait-ce qu'aussi pour faire du collaboratif en physique et aussi faire du réseautage autrement que via les réseaux sociaux. Et donc cette nouvelle forme de... Oui, Sylvia, allez-y. Non, c'était juste pour compléter le témoignage. Je dirais que les mots-clés sur lesquels nous on s'appuie là pour cette réflexion, c'est hiérarchisation. Parce qu'en fait, effectivement, le planning pour l'année 2021-22, il est déjà conçu. Et en fait, effectivement, alors on n'est pas aussi carré, j'ai envie de dire 20%, 40%, mais par contre, on a mis des incontournables de cours qui nous paraissent indispensables à faire en présentiel. Il y a des analyses de pratique, par exemple, qui demandent vraiment l'expertise là de quelqu'un présentiel, etc. Et donc, on fait des codes couleurs pour parer à toute situation en se disant, voilà, au minima, si ceux-là, on les laisse. L'autre mot-clé, c'est la scénarisation. Je pense que là, il y a vraiment un accompagnement, c'est-à-dire qu'il faut repenser autrement. Et nous, on travaille et ça a plutôt bien fonctionné avec des plans de travail. Moi, je le fais beaucoup en second degré. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants ont besoin de se projeter. Le planning ne suffit pas pour comprendre en fait la logique du professeur. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, nous, on a changé la façon de faire. Je sais pas, par exemple, il y avait des apports de connaissances et ensuite des applications. Là, parfois, en fait, ils reçoivent en fait des supports qui peuvent être en audio, vidéo, c'est de la pédagogie inversée. Il y a un temps en distanciel sur lequel on peut répondre aux questions. Et souvent, par le biais d'un pad, en fait, ils peuvent poser les questions en avance, ce qui permet aux professeurs de ne pas se retrouver démunis. Et ensuite, il y a une séance qui peut être en présentiel ou en distanciel. Donc, c'est celle-là où on peut faire basculer avec le code couleur suivant ce qui va se passer en TD. Ou alors, ce qu'on faisait là, c'est-à-dire des visios où le professeur n'est là qu'en accompagnant et on met en fait les étudiants dans des salles où ils travaillent sous forme de TD. Mais en fait, ça a obligé, enfin nous, ça nous a un peu bousculé à repenser la scénarisation pédagogique. Et c'est vrai que tout à l'heure, Hervé parlait de recherche. Je vous invite à lire, il y a un article, je trouve très très bien là-dessus, de Pierre-André Caron, qui parle d'ingénierie vraiment dispositive, c'est-à-dire qu'il faut repenser le cours en distanciel. Et le plan de travail est quand même une bonne aide parce qu'il faut tout réajuster de façon tout à fait différente. Merci Sylvie. Hervé, vous nous avez promis de parler de Learning Designers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est exactement la conversation la conversation entamée par Sylvie. Et donc c'est très très intéressant parce que des enseignants spécialistes de biologie ou de management enseignent
Et ils oublient qu'il y a un apport, une communauté scientifique qui travaille depuis des années sur la pédagogie. Et donc la pédagogie comme discipline de recherche, discipline universitaire, peut vraiment aider des enseignants aujourd'hui à faire cette transition sur ce monde hybride. Donc, on parle d'un retour au présentiel, mais on en parle moins dans d'autres pays où on se dit il y a déjà une 4e vague ou 5e vague de pandémie. Et est-ce qu'on va être prêt aussi à assurer la continuité pédagogique? Et donc, pour revenir au learning design, donc à la conception pédagogique, elle peut vraiment aider des enseignants à partir d'une réflexion. Donc, je peux citer ici, on voulait je crois que c'était Alice qui voulait des citations. Donc, Diana Lauriard, d'accord, qui a fait énormément de travaux de recherche sur l'apprentissage, et elle a déterminé 6 types d'apprentissage, d'accord, 6 grandes activités d'apprentissage. À l'enseignant, selon son contexte, de décider qu'est-ce qui va se faire en virtuel, en ligne, et qu'est-ce qui va se faire en présentiel. D'accord? Donc, ces 6 activités d'apprentissage, c'est l'acquisition, c'est la collaboration, c'est la production de travaux écrits ou vidéo, et à l'enseignant ou l'équipe pédagogique de réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est le mieux au niveau du présentiel. Et donc, il y a des ateliers de formation, et là, peut-être, il faut parler de la formation des enseignants, d'accord, au niveau pédagogique. Donc, dans certains pays, on ne peut pas maintenir son accréditation professionnelle si on ne suit pas 2 journées de formation professionnelle pour pouvoir rester avocat, par exemple. D'accord? Donc, chaque année, il faut suivre cette. Et c'est très intéressant de voir que dans le monde enseignant, bon, ça change et ça varie selon les pays, mais pourquoi ne pas vraiment mettre en place un système d'accréditation pour permettre justement cette formation aux enseignants, puisque les approches pédagogiques changent, d'accord, la technologie, les outils technologiques évoluent, et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de pédagogie numérique, puisque même au sein du présentiel, aujourd'hui, un enseignant va utiliser le LMS pour partager ses diapos, les diapos de son cours, pour avoir la bibliographie, les articles de recherche auxquels il fait référence, etc., ou les sites spécialisés. Donc, il y a vraiment une hybridation, et c'est aider le monde enseignant à participer à ce changement, à profond changement culturel, en fait. Voilà. Merci Hervé. Comme vous le disiez tout à l'heure, les questions et les interventions dans le chat sont très riches et l'heure tourne. Alors, je voudrais vous retransmettre à tous deux ou trois choses qui sont remontées du chat et puis qu'on enchaîne ensuite sur d'autres sujets. Donc, merci à chacun d'essayer de faire des réponses rapides pour qu'on ne frustre pas trop nos participants. Et cette question à laquelle Sabine a répondu, mais qui me semble fondamentale, donc je voulais vous entendre là-dessus, celle du matériel. Le matériel et les exigences matérielles pour les élèves, pour que les étudiants soient équipés pour utiliser toutes les fonctionnalités qu'on évoquait. Sabine, peut-être un mot là-dessus, en plus de ce que vous avez répondu par écrit. C'est un enjeu quand même. Oui, c'est bien d'avoir des technologies, enjeu, mais évidemment, on essaye d'accompagner au mieux nos étudiants. Nous, grâce à la CEVEC, je ne l'ai pas indiqué dans la barre de conversation, mais on a eu des aides de la région, on a eu des financements CEVEC qui nous ont permis de financer au moins des clés USB, et on a un système, un dispositif Précanum qui permet de reconditionner des ordinateurs que on nous donne, et de pouvoir les revendre aux étudiants à des prix beaucoup plus adaptés à leur budget. Donc, voilà. Et finalement, c'est aux établissements aussi de se préoccuper de l'équipement de leurs élèves, ce qui n'était peut-être pas un sujet avant l'année qu'on vient de vivre, quoi.
N'est-ce pas, C'est-à-dire Anthony, c'est ça? Ouais, c'est ou vrai, Sabine, allez-y, continuez. c'est vrai aussi que les deux BU que l'on a à Angers ont eu une jauge qui a été quand même très très restreinte, que donc dans les BU on a des ordinateurs, mais voilà, s'ils peuvent pas les utiliser parce qu'ils peuvent pas y accéder, donc là voilà, on a essayé de mettre en place. Et bon, alors c'est vrai que nos étudiants ont la capacité de suivre des cours sur des téléphones. Je ne sais pas comment ils font, mais ils y arrivent quand même pas mal. Bon, là, on va mettre vraiment en place un questionnaire pour savoir ce dont ils ont besoin et on les aidera voilà, à, à financer une partie de leur équipement. Anthony, Sylvie, là-dessus? Bon, moi, je dirais que toute la réponse, malheureusement, n'est pas forcément vers les établissements, hein, parce que si on parle de connectivité Internet, bon, c'est le sujet, on va dire, aussi des territoires. Donc ça c'est un sujet. Après, sur les équipements, on peut avoir parfois des logiques de bourse, justement, pour accompagner ces équipements. Et on peut avoir, et j'en parlais tout à l'heure, hein, sur l'accessibilité, des programmes spéciaux pour équiper d'ordinateurs spéciaux pour, par exemple, les malvoyants ou, par exemple, voilà, des personnes qui sont sujets à des handicaps. Donc ça, vraiment, on essaye de le faire, et encore une fois, quand c'est possible. Mais moi, c'est un sujet qui est assez complexe parce que aujourd'hui, c'est assez global de pouvoir disposer notamment de la fibre un peu partout et notamment d'augmenter les débits. Voilà. Après, sur site, c'est pas parce qu'on est dans des logiques vraiment de BIOD, c'est-à-dire bring your own device, hein, c'est-à-dire les étudiants viennent avec leur propre matériel, certes, sur site, mais on a aussi conservé des salles qu'on appelait avant les salles informatiques, hein, où il y a un certain nombre d'ordinateurs performants où ils peuvent aller dessus et qui sont à leur disposition. On garde plusieurs salles comme ça. Et évidemment, maintenant, la connectivité sur les campus est devenue primordiale. Hein, je parle souvent de la pyramide de Maslow pour les étudiants, c'est électricité, Wi-Fi. Et puis après, on commence à discuter. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, évidemment, on essaye et on est attentif à ce que tous les étudiants puissent bénéficier des outils et des ressources digitales sur les campus. Merci, Anthony. Sylvie? Donc sur Paris-Saclay, on est un peu dans la même logique, hein, c'est-à-dire que là, on a énormément investi pour la rentrée dans du matériel. Bon, il y a eu pas mal de lancements de budget, alors il fallait sauter, il y avait très peu de temps pour y répondre. Donc là, on a acheté, pareil, je ne sais pas combien de tablettes, tous les équipements là, dont a parlé Anthony, c'est vrai que c'est assez extraordinaire, la qualité de son pour le professeur, etc. Donc après, il y a le point fort, enfin criant, c'est la formation des profs. C'est-à-dire que là, on touche à la genèse instrumentale. Il y a des collègues, le numérique, ça leur fait peur. Là, ils ont vu tout le matériel arriver, ça leur a fait très peur. Ensuite, on a changé tout le mobilier aussi. C'est-à-dire, pour l'instant, on avait des grandes tables, etc. Là, on a commandé des chaises individuelles. Je ne sais pas si vous connaissez, où il y a des tablettes, ce qui fait qu'on peut travailler en groupe ou espacer beaucoup plus les étudiants dans la salle. Donc, le matériel, on l'a. Par contre, c'est voilà, le temps de formation des collègues qui s'approprient. Et c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé. Nous, on a fait pas mal de tutorats aussi entre collègues. Par exemple, des visios où des collègues se sont invités en sciences. Par exemple, moi, je suis en pédagogie pour voir comment je gérais de mettre les étudiants en groupe à distance. C'est-à-dire qu'il y a le petit peu, ce que j'appelle le premier petit pas aussi. Il faut y aller tout doucement. Et par contre, ça, je vous rejoins. Le gros souci, Paris-Saclay essaye trouver des solutions, c'est pour chez eux, à domicile. Alors, les ordinateurs, on en prête parfois. Il y a des bourses, effectivement, qui permettent effectivement de certains financements. Par contre, il n'en reste pas moins que s'ils n'ont pas de connexion, il n'y a pas de connexion, quoi. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'avoir à distance des étudiants sans connexion qui, du coup, étaient au téléphone avec d'autres étudiants. Et ils ont des moyens de développer voilà, le fait d'être présent, mais c'est pas confortable. Et ça, c'est vrai que par rapport à Anthony, là, nous, on n'a pas vraiment de solution à apporter.
voilà, si c'était l'ordinateur. Mais l'ordinateur sans la connexion, ça les aide moyennement, quoi. Et ça, c'est vrai que ça reste un vrai problème, en fait. Et il y a même des cités universitaires qui sont très mal équipées. Enfin, des fois, moi, ils étaient obligés de changer d'étage parce qu'il n'y a qu'au dernier étage que la Wi-Fi passait bien. Donc, ils étaient à 3 dans une toute petite chambre. Alors, Covid étant, c'est quand même pas… voilà, moi, j'étais pas non plus hyper sereine puisqu'on leur demande de rester chez eux, mais que finalement, ils se rassemblent dans 9 mètres carrés. C'est vrai que ça reste, je pense, un vrai souci, hein. Alors, c'est une des autres. Oui, Hervé. Peut-être Anthony voulait ajouter quelque chose au niveau de l'accessibilité, hein, d'abord. Oui, juste très très rapidement, il y a une des solutions aussi qui peut être apportée, c'est vraiment proposer des services mobile first en fait, parce que évidemment maintenant on est quand même sur 99% des 18-25 ans qui ont un smartphone et dans tous les cas la connectivité bon, maintenant, on va aller sur la 5G, hein, mais même, j'ai envie de dire 3G, 4G est quand même bien répandu, plus que la fibre en tout cas. Et donc, ça, c'est une solution aussi, aller vers de plus en plus de la mise à disposition de solutions sur mobile. D'accord, merci. Alors, l'accessibilité, c'est une question importante, mais il y a aussi la question de l'inclusion. Sylvie, qui travaille notamment avec différents profils d'élèves et d'étudiants, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, quels sont les profils d'étudiants qui pourraient être concernés par les mesures, par des mesures d'accessibilité et lesquels sont les plus prônes au décrochage? Alors, c'est vrai que mon expérience, on va dire, du second degré, comme je le disais, hein, fait que voilà, le public, les élèves à besoins particuliers, je connais assez bien. C'est vrai que, alors, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est à la fois des élèves, mais là, du coup, des étudiants qui ont des 10, hein, qui est plus ou moins variés, parfois du handicap, mais je travaille aussi avec des élèves et du coup aussi des étudiants à très haut potentiel. Et parfois, vous avez des très hauts potentiels qui ont aussi des 10 associés. Donc, il y a une espèce de défi assez puissant qui est à la fois différencié et à la fois adapté. Hein, c'est-à-dire que ce qui est déjà pas mal présent dans le second degré, c'est des enseignants de très bonne volonté qui, pensant avoir en face un élève qui, par exemple, n'a pas accès à cause de sa 10 à la lecture, etc., va avoir tendance à lui proposer des supports adaptés, ça c'est parfait, mais par contre, en termes de réflexivité, quelque chose qui ne va pas nécessiter un processus intellectuel très compliqué. Et là, égale décrochage. Hein, moi, on a plus de 20% d'élèves à haut potentiel. Dans les hauts potentiels, vous avez 50% d'élèves avec des 10 associés. Ces élèves-là, si on fait en fait une pédagogie mâchée, avec vous voyez, des consignes simplifiées, etc., ils décrochent. Donc, en fait, effectivement, il y a un défi. Et dans le supérieur, c'est assez étonnant. Là, nous sommes très contents parce qu'au concours, on a 3 étudiants qui ont fait reconnaître leurs 10, leurs troubles, qui maintenant est qui est reconnu par le concours et donc ils ont les tiers-temps, l'ordinateur, etc. Et donc ils sont admissibles. Donc ça, c'est vraiment une grande victoire pour nous. Mais ça veut dire aussi que du coup, dans l'enseignement qu'on propose, on doit penser à tous publics. Donc à la fois les 10, donc j'en parlais tout à l'heure, là le numérique c'est quand même une grande force. Hein, les étudiants qui ont un ordinateur parce qu'ils en ont besoin pour pouvoir écrire, lire, changer la police, etc. Ça veut dire que l'enseignant, lui, il doit aussi proposer des supports, hein, c'est ce qu'on fait nous, avec des polices adaptées ou en tout cas facilitantes pour ces étudiants-là. Mais néanmoins, il reste cette réflexion des processus intellectuels qu'on engage chez l'élève. Et là, c'est vrai que c'était assez mal connu. Moi, je suis un peu spécialisé sur le sujet depuis des années et pour tout vous dire, en master, ça fait déjà depuis 2-3 ans que je convoque des étudiants en leur disant bah, moi, je pense que vous êtes très haut potentiel. Un énorme échec, c'est-à-dire ils ont passé toutes les années parce qu'ils sont très intelligents avec des 10, etc. Sur les concours, ça passe plus. Sur l'écrit, ils sont incapables de développer plus de 2 phrases et pourtant ils sont brillants. Et donc là, il faut qu'on différencie en adaptant. Et le numérique nous permet à la fois de donner des supports très variés, des productions variées. Et pour certains, c'est l'audio qui va être indispensable. Ils peuvent vous faire un exposé brillantissime, vous demandez la même chose à l'écrit, il n'y aura rien. Et là aussi, c'est une formation des enseignants. Moi, je sais que dans le supérieur, quand j'ai proposé à certains collègues de varier le rendu de production, ça a été compliqué pour eux parce que c'est un changement de posture. Ça a un gros impact sur l'évaluation. C'est-à-dire qu'on réfléchit l'évaluation autrement. Il faut être capable, nous, à l'heure actuelle, on peut évaluer une production écrite et une production enregistrée par un étudiant.
mais du coup, ça interfère sur les compétences. Et donc, il y a une grosse réflexion et à Paris, enfin, à Saclay, là, on réfléchit beaucoup maintenant sur des grilles de compétences qu'on peut mobiliser, en fait, quel que soit le rendu de l'étudiant. Et donc, le numérique ouvre tout ce champ des possibles et les étudiants, du coup, moi, je le constate, en proposant ça, ils arrivent à monter et à réussir au concours. Alors que moi, j'enseigne depuis 20 ans, dans le supérieur, ces étudiants-là, ils passaient pas la barre de la licence après. Parce qu'en fait, tous les examens étant sur le même modèle, les courses sur le même modèle, en fait, ils échouaient systématiquement. Et je pense que maintenant, on ouvre, mais du coup, ça oblige à bouger ses pratiques. Donc, j'ai envie de dire que le cœur de ce qui est beaucoup fait, enfin, de plus en plus dans le second degré, qui commence gentiment à monter dans le supérieur, c'est aussi cette réflexion d'inclusion des élèves, mais pas que dans le handicap, pas que dans le 10, aussi des élèves qui s'ennuient, qui décrochent parce que ce qu'on propose n'est pas adapté, en fait, à leur capacité intellectuelle. Donc, c'est un grand défi pour tout le monde. Cette thématique de l'inclusion, à l'Université d'Angers, il y a le relais handicap. Sabine, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? On vient de recruter au cours de l'année une ingénieure pédagogique à inclusion numérique qui justement travaille d'une part avec les étudiants pour savoir de quels outils ils ont besoin et comment on peut les aider, et également voilà, quelles sont leurs difficultés, et également avec les enseignants pour savoir quelles situations ils ont rencontrées, quelles connaissances eux ils ont des outils qui permettent justement l'accessibilité numérique et leurs difficultés. Et donc bon, cette personne vient d'arriver à l'université, donc pour l'instant, elle est juste en train de faire un état des lieux. Mais l'objectif, c'est bien justement d'apporter à tous les étudiants qui en ont besoin les outils dont qui sont le plus adaptés à leur handicap, évidemment, d'avoir, enfin, comme Sylvie le disait, on a des étudiants qui ont un grand nombre de handicaps particuliers, et il faut qu'on leur propose des outils spécifiques, ce qui va demander du temps, mais si on y arrive, voilà, ça sera vraiment bien. Réaction d'Hervé. Oui. Donc, les outils, la technologie est là, mais on revient, et Sylvie en parlait, à l'approche pédagogique. Et donc, j'ai mis dans le chat, parce qu'on a des amateurs et des amatrices de citations, d'articles de recherche, etc., etc. Et donc, il y a une approche qui a été développée qui s'appelle Universal Design for Learning, donc la conception universelle de l'apprentissage. Et d'où est-ce que ça vient? Ça vient de très très loin, d'accord? Ça vient avec l'accessibilité physique. Ça a commencé avec l'accessibilité physique des bâtiments dans les années 50, quand de nombreux soldats sont revenus handicapés de la Deuxième Guerre mondiale, et on a commencé à abaisser les trottoirs, d'accord? Si aujourd'hui les handicapés moteurs ou physiques peuvent circuler aisément en ville, c'est grâce notamment à l'abaissement de ces trottoirs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en abaissant les trottoirs, on en bénéficie tous, d'accord? Théo, quand il revient de son match de tennis et qu'il a mal au genou, il apprécie énormément que ces trottoirs soient abaissés. Moi, en poussant la poussette de mes neveux et de mes nièces, je profite de l'abaissement des trottoirs. Et donc, on a transféré ce principe d'accessibilité, d'accord, au niveau physique. Maintenant, c'est pris pour acquis, d'accord. Les portes sont plus larges, on a des ascenseurs, on a des rampes d'escalier, et on doit maintenant réfléchir au niveau numérique. D'accord. Et on a toute une réflexion basée sur des travaux de recherche sur comment rendre le numérique accessible. Et ça passe notamment par ce dont Sylvie parlait, du champ des possibles. D'accord. C'est dire, mais est-ce qu'on est obligé de faire une dissertation en 3 parties, un travail écrit en 3 parties à chaque examen? Non, on peut faire aussi un examen oral, on peut faire une vidéo, on peut faire un portfolio, on peut essayer de faire un blog. Et si on permet à l'étudiant de choisir son moyen d'engagement ou d'expression, d'accord, on peut lui permettre de
de ne pas décrocher et vraiment de s'impliquer et d'apprendre et de bénéficier du cours. Donc, le numérique peut permettre tout ça, mais c'est pas la panacée. Et c'est d'abord à partir d'une réflexion pédagogique, d'accord, des objectifs d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec le cours qu'on enseigne, avec ses enseignants, avant de trouver tout de suite ah oui, ça c'est super. Par contre, au niveau technologique, et là je voulais rebondir sur Anthony, c'est vrai qu'il y a une réflexion, étant donné que et c'est ce que Sabine a dit, on s'aperçoit que les étudiants utilisent leur téléphone portable tout le temps pour lire des articles, pour communiquer, pour suivre le cours. Ce nous dont on trouve trop difficile, d'accord. Lire un article sur un téléphone portable, non, j'ai besoin de mon laptop ou de ma tablette. Mais pour des étudiants, c'est totalement possible. Nous, en tant que société EdTech, on a dû remettre en cause et repenser et refonder notre plateforme d'e-learning, d'accord. On a créé la première plateforme ou une des premières plateformes il y a 20 ans. Et bien sûr, on l'a remis totalement en cause pour en créer, il y a 3 ans, une toute nouvelle qui soit totalement accessible. Et bien sûr, il y a des compromis, puisqu'on va perdre une certaine personnalisation, d'accord. Sylvie pouvait faire certaines choses avec notre ancienne plateforme qu'on ne lui permet plus de faire parce qu'on veut vraiment, l'impératif, c'est que cette plateforme soit accessible au téléphone portable et à l'étudiant qui veut télécharger un enregistrement audio, etc., etc. Donc, des évolutions technologiques, quelquefois, se font avec certaines contreparties, hein. Mais en même temps, on peut offrir à des enseignants comme Sylvie ou à ceux de l'ESCP de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Donc voilà un peu les tensions qu'on a au niveau technologique et pédagogique. Merci Hervé. Alors ce webinaire, il touche à sa fin. Je voudrais vous faire réagir en une ou deux phrases, vraiment votre réaction spontanée à quelqu'un qui vous dirait la visio, dans quelques mois, on n'en entendra plus parler. Ça y est, c'est le retour au présentiel, on n'en peut plus. Alors comment est-ce que vous réagissez, Sylvie? C'est-à-dire quelqu'un qui dirait on n'en peut plus du distanciel. Ça a été dit dans le chat d'ailleurs, hein, ça a été dit dans le chat. Oui. Hein. Il y a une question qui va exactement dans le sens de ce que dit Marine. Hein. Alors moi j'ai une devise, si effectivement on était tout au présentiel, c'est le moins mieux. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer là, hein, c'est ma devise même en formation. Je pense que si on réfléchit vraiment en termes de plus-value, je pense qu'il y a vraiment une plus-value du moins, donc peut-être du coup en faire moins, mais par contre ce qu'on garde, c'est indispensable et ça peut pas être remplacé par le présentiel. Hein, donc c'est ce que je lui répondrais. Voilà, moins mieux et toujours dans l'idée de s'engager et d'aller au meilleur de ce qu'on peut faire soi-même. Hein, ça c'est bien l'objectif qu'on a tous en tant qu'enseignants. Et le numérique rend des choses possibles qu'on ne peut pas faire en présentiel. Donc voilà, moins mieux. Merci Sylvie. Anthony? Alors moi, j'ai un mot que j'ai souvent répété, hein, c'est figital. C'est un peu notre mot fétiche. Pourquoi? Parce que à la base, on a emprunté ce mot-là au retail. Hein. Le retail, c'est le digital dans les magasins hein, et le e-commerce, hein, c'est le monde. Et nous, ce qu'on souhaite, et c'est pour ça qu'on pense que ça ne va pas disparaître et on mise vraiment sur le digital, ce qu'on souhaite, c'est gommer la limite justement entre le physique et le digital. Et on pense que plus on arrivera à gommer la limite entre le physique et le digital, mieux ce sera intégré et mieux ce sera incorporé justement dans les pratiques et dans le futur. Voilà. Maintenant, il s'agit encore une fois de tirer toutes les leçons de la pandémie. Évidemment, le français en général aime bien revenir à ses anciennes habitudes, voilà, mais l'idée, c'est vraiment de tirer le meilleur de cette approche. Et après, le juge de paix, hein, comme on dit, ce sera les étudiants qui sont aussi d'ailleurs assez consommateurs. On a parlé du mobile, hein, on a parlé des différentes approches côté étudiant, notamment en termes de collaboratif. Donc, non, moi, je pense que ça nous a plutôt ouvert des possibles. Et ça a aussi allumé certaines lumières pour pouvoir justement avancer et creuser, aller plus loin.
Le dernier point que je dirais, c'est qu'il n'y a pas, on a beaucoup parlé des LMS, etc., mais il y a d'autres technologies qui sont en train d'arriver, qui sont extrêmement aussi intéressantes et prometteuses en termes de digital. C'est la réalité virtuelle, puisque la réalité virtuelle, on peut faire de l'immersif également. C'est-à-dire, c'est comme si on était in situation, mais à distance. Donc voilà, le champ des possibles, il est là. Et voilà, je terminerai là-dessus. Merci. Merci Anthony. Sabine, est-ce que vous l'avez peut-être déjà entendu cette réflexion? Oui, bien sûr, on l'a déjà entendu et je ne vais pas répéter ce que les autres intervenants ont dit. Enfin, moi, il me semble que le plus important, quelle que soit la façon dont on enseigne, c'est l'accompagnement. Et on peut trouver un accompagnement tout à fait réalisable à distance. Et si on est en présentiel et qu'on ne s'intéresse pas aux étudiants qui sont en face de nous, voilà, on est très loin d'eux, même si on est face à eux, quoi. Donc, je pense, enfin, encore une fois, il faut s'adapter à toutes les situations, ne jamais imposer à qui que ce soit, mais on a face à nous des étudiants qui, de toute façon, ce qui leur a été insupportable, c'est d'être derrière des écrans noirs à longueur de journée et de ne pas pouvoir sortir. Si on retourne au présentiel à 100%, les étudiants sortiront de chez eux. Et donc, si on leur propose des cours, 20% de cours à distance, ils ne seront pas du tout dans la même configuration. On ne peut pas comparer ces 18 mois à un retour présentiel et à une vie, je dirais, normale, avec des cours à distance. C'est totalement différent. Hervé, le mot de la fin? Comme c'est dimanche est un journée d'élection, je vote pour Sylvie et pour Sabine. Donc c'est tout dans l'accompagnement, qu'il soit virtuel ou physique. Et j'adore le moins mieux comme slogan, nouveau slogan pédagogique et technologique pour la rentrée de septembre. Merci. Ah, mais j'ai mis dans le chat en fait une invitation. On a notre conférence internationale au mois de juillet. C'est gratuit. Donc, si vous vous intéressez aux questions de technologie et de pédagogie et à cette transformation extrêmement importante qu'on est en train de vivre tous ensemble, vous êtes vraiment toutes et tous les bienvenus. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Hervé, merci Marine, merci à Sylvie, Anthony et Sabine. On sera là, du coup, Campus Matin sera là pour suivre votre conférence. Je partage d'ailleurs et je donne rendez-vous à nos internautes sur Campus Matin. Je vous repartage un lien supplémentaire. N'hésitez pas à suivre notre site puisque nous y posterons un article et le replay de cette conférence. Nous vous en proposerons évidemment régulièrement d'autres comme on le fait tout au long de l'année. On est ravis d'avoir eu cet échange très riche avec chacun d'entre vous. Et à cette heure-là, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit à tous et à vous dire à très bientôt. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Merci Campus Matin. Merci tout le monde. Oui, merci.